en lien, je essaierai de vous apporter des réponses en direct. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau format de webinaire avec Marilyn pour le programme Pas à pas avec Parkinson, qui est un programme d'information, de formation et d'accompagnement des personnes malades tout au long du diagnostic avec la vie, avec la maladie. Est-ce que tout le monde voit mon PowerPoint? Marilyn, est-ce que tu vois mon PowerPoint? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour évidemment Alix. Oui, tout à fait. Il apparaît bien sur l'écran puisque c'est la base du déroulé de ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà, Tout à tout à fait. fait. Donc, merci Marilyn. Est-ce que je te laisse te présenter, s'il te Mhm. plaît? Présentation rapide, mais mon lien avec Parkinson et l'association est que j'ai été diagnostiquée en novembre 2022, alors que j'étais en exercice professionnel. J'ai une formation de juriste. Voilà, j'habite, je crois que ça apparaît sur la présentation, je fais partie du comité 57 depuis bientôt 2 ans et je suis très attachée au comité, à l'organisation de projets et d'activités et toujours attachée de par ma formation et par ma nature aussi à l'accès aux droits des personnes. Voilà. D'où l'idée, effectivement, avec Alix, de faire ces séances et ces sessions pour mieux renseigner nos adhérents sur leurs droits à exercer. Eh ben, merci beaucoup Marilyn, merci d'avoir accepté de faire ce cycle, hein. Donc peut-être que vous l'avez vu, on a prévu un planning jusqu'au mois de mai. L'idée c'est de vous faire un topo en une trentaine de minutes et puis de répondre à vos questions. Évidemment, ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube et puis on fera aussi une FAQ à partir des questions qui seront posées, qu'on pourra retrouver sur le site internet de l'association. Et c'est important, effectivement, hein, ce programme, Pas à pas avec Parkinson, il a pour objectif d'informer, former et accompagner les personnes malades. Et donc, pour pouvoir exercer ces droits, il faut pouvoir les connaître. Donc, c'est vraiment l'objectif ici. On n'est ni toi ni moi assistante sociale. On ne va pas pouvoir répondre à des cas particuliers. L'idée, c'est de pouvoir vous donner des clés pour décider ou pas de faire certaines démarches d'ailleurs, parce qu'il y en a certaines dont on parlera plus tard qui relèvent vraiment d'un choix à faire. Donc, merci beaucoup et bienvenue à toutes et tous. On va commencer tranquillement. Donc, maintenant, est-ce que ma deuxième slide est apparue, Marilyn? Tout à fait. Super, Oui, parce que parfois ça bug un peu. clairement. Donc, le programme Pas à pas avec Parkinson, c'est deux axes d'action. Le premier pour les personnes nouvellement diagnostiquées, avec des propositions qui sont à distance et donc qui sont aussi bien en individuel qu'en collectif. L'objectif de ces propositions, c'est de vous permettre de mieux comprendre la maladie et puis de trouver des ressources à France Parkinson ou en dehors pour vous permettre de vivre le plus sereinement possible avec la maladie. Évidemment, ce programme s'adresse à toutes les personnes malades, hein, quel que soit le temps du diagnostic. Et donc, il y a beaucoup de propositions qui sont organisées par les comités départementaux qui sont présents sur tout le territoire français avec des ateliers collectifs, des conférences thématiques ou des groupes de parole. Il y a aussi la possibilité de bénéficier d'une à 5 séances de soutien psychologique pris en charge par France Parkinson. Et on retrouve aussi des propositions spécifiques pour les personnes en âge de travailler. Donc, je vous mettrai aussi à la fin de la présentation les contacts si vous voulez aller plus loin. En tout cas, l'objectif aujourd'hui, donc, c'est de vous parler de la CMI. Mais qu'est-ce que c'est, Marilyn, la CMI? Alors, la CMI, on va employer quelques petits acronymes. Il y en a seulement deux à retenir aujourd'hui. La CMI, c'est la carte mobilité inclusion qui est délivrée par une autorité administrative qui s'appelle la MDPH. Donc, la maison, Alix va m'aider parce que, en fait, c'est la, Départementale. voilà, départementale
pour les personnes handicapées. Voilà. Donc il y a une MDPH dans chaque département. En ce qui me concerne, moi j'ai fait ma demande de carte de mobilité inclusion et ma demande de mobilité de carte inclusion mention stationnement à la MDPH donc de Moselle. Donc en fonction de l'endroit où vous habitez, vous vous adressez effectivement à la MDPH de votre lieu d'habitation. Alors, comme il est indiqué dans le slide, on va essayer de pas trop employer d'anglicisme, mais bon, sur cette première page, c'est quoi la CMI? Donc, la carte mobilité inclusion mention stationnement permet d'obtenir des places, enfin de pouvoir se garer avec sa voiture ou la voiture d'un tiers, hein, et je préciserai les choses ensuite par la suite. Donc, pas forcément sa voiture, puisque la carte, elle vous est attribuée à vous et c'est vous qui en êtes titulaire. Et vous pouvez l'utiliser sur une voiture de location ou la voiture de quelqu'un de votre famille pour vous-même vous garer, si vous avez le permis de conduire, ou pour vous faire accompagner par quelqu'un qui conduit et qui se garera avec vous aux emplacements réservés aux handicapés. Aujourd'hui, on les voit très visiblement dans les villes, hein. Ce sont des logos bleus. Et avantage, dans l'espace public, on les voit très bien sur la voie publique de deux manières. Pour les places qui sont visibles, y compris les places payantes de stationnement dans la rue, et également les places qui sont dans les parkings, dont sont propriétaires, enfin qui sont laissés en concession à des sociétés et où on a évidemment souvent une barrière, hein. Pour se garer, il faut payer un ticket. Donc la différence entre le stationnement effectivement dans la rue et le stationnement dans une place de parking payante, c'est que vous aurez, point commun, chaque fois des places réservées handicapés, bleues. Vous pouvez donc vous garer sur ces places qui sont plus larges, hein, que les places normales, ce qui vous permet éventuellement l'utilisation d'un fauteuil roulant et de tous ces équipements peut-être nécessaires pour vous. Et ça, c'est le point commun. La différence, en revanche, c'est que le stationnement sera gratuit pour vous, même sur des places payantes en ville, à condition que vous soyez bien sur une place handicapée, alors qu'il sera quand même payant, hein, dans les sociétés de parking, hein, donc parking avec barrière. Donc vous pouvez vous garer librement sur les places handicapées, mais comme tout le monde, vous payerez votre place, hein. Alors que dans la rue, on va dire plus communément, vous ne payez pas à condition que vous soyez sur la place handicapée. Donc faites bien attention parce que parfois on se dit, j'ai une place, j'ai une carte mobilité stationnement, je la pose sur mon véhicule. Personnellement, moi, je l'ai mis, donc, soit on le met du côté, vous savez, de la vignette assurance, soit moi, je le mets du côté conducteur. Voilà, parce qu'on le voit mieux quand les agents passent. On est souvent du côté du trottoir et on la voit très lisiblement. Et à ce moment-là, effectivement, bah, vous ne payez pas votre place de stationnement si vous êtes sur une place handicapée. Attention, si vous n'êtes pas sur une place handicapée avec la carte pour autant de stationnement handicapé, vous êtes redevable du stationnement. C'est peut-être une précision, mais je la précise quand même parce que moi-même, je me suis posé la question. Donc, s'il n'y a pas de place handicapée visible et que vous devez prendre une place, on va dire, entre guillemets, courante, parce que j'aime pas employer le terme de normal, eh bien, à ce moment-là, vous serez redevable du ticket de paiement. Voilà. Alors, en fonction des mairies, des tolérances, je ne sais pas comment, voilà, les agents sont formés pour appliquer ça, mais voilà. Donc, chose également importante, la carte mention donc mobilité, inclusion, stationnement permet tout simplement aussi de faire valoir vos droits. C'est le droit de circuler librement, hein. C'est un droit fondamental reconnu dans la Constitution française, reconnu dans tous les règlements. Et ça n'est pas parce que vous souffrez d'un handicap que vous n'avez pas le droit
d'aller faire vos courses, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller à vos rendez-vous médicaux avec un véhicule, soit conduit par vous-même parce que vous êtes titulaire du permis de conduire, soit si vous n'êtes pas titulaire ou que vous n'êtes plus en mesure de conduire, par un accompagnateur. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que je sais que la liberté de circuler, ça fait partie des droits que toutes les personnes, handicapées ou non, voilà, doivent pouvoir exercer en France et en Europe, puisque la nouvelle carte de stationnement handicapé aujourd'hui peut être apposée dans tous les pays d'Europe que vous visitez. Il y a une reconnaissance européenne. Et dernièrement, j'étais au Luxembourg et je me suis garée puisque Mm. j'habite pas loin de la frontière, sur une place réservée aux personnes handicapées. Voilà. Merci Marine pour cette explication de ce que c'est la CMI. Et maintenant, la question, c'est comment on utilise cette CMI finalement. Alors, comment l'utiliser? J'en ai un petit peu parlé avant. Pour vous aider à l'utiliser, on va voir effectivement ensuite comment l'obtenir, mais là, on a commencé plutôt par la fin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, comment l'utiliser? Alors, chose importante, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais vous n'êtes pas obligé d'être titulaire du permis de conduire. Mm. Ça, c'est important parce que la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, n'est pas l'autorité qui délivre les permis de conduire. Tout le monde sait que c'est la préfecture. Donc la MDPH n'a aucun pouvoir pour vous demander de produire dans le dossier votre permis de conduire, voire même de vous retirer votre permis de conduire. Ça, c'est important, très important. Ça n'a rien à voir avec toute la discussion qu'on a en ce moment sur la nouvelle réglementation du permis de conduire et notamment des personnes atteintes de handicap. Hein. Donc là, c'est en aparté, on n'en parle pas du tout aujourd'hui, mais que vous soyez ou non titulaire du permis de conduire, vous avez le droit de faire cette demande de carte de stationnement auprès de la MDPH de votre département. Et ensuite, cette carte vous servira pour vous et vos accompagnateurs si vous ne souhaitez pas conduire ou vous ne pouvez pas conduire. Voilà. Alors, comment l'utiliser? Mettez-la bien en évidence, comme c'est indiqué, sur votre pare-brise. Moi, je le mets côté conducteur, voilà, dans un endroit visible. Vous pouvez évidemment la changer de véhicule, puisque je le répète, cette carte n'est pas attachée au véhicule, elle est attachée à votre personne. Donc, vous pouvez prendre un véhicule de location, un véhicule prêté, peu importe. C'est vous qui avez cette carte-là et vous pouvez librement, effectivement, la poser sur le véhicule de votre choix à partir du moment, bien évidemment, où vous êtes dans ce véhicule puisque vous pouvez être soumis à tout moment à un contrôle de police ou par les agents municipaux qui peuvent vous demander de justifier de votre qualité de personne handicapée. Voilà. Alors, certaines villes, les plus grandes villes comme Paris, euh, permettent un référencement de votre véhicule si c'est celui que vous utilisez habituellement pour éviter les tickets de stationnement. Alors, je m'explique. Normalement, quand vous vous garez sur une place handicapée bleue dans la rue, vous n'avez pas besoin d'aller à la machine qui distribue les tickets de stationnement pour mettre le ticket de stationnement dans votre véhicule puisque vous ne payez pas votre stationnement. Bon. Mais les nouvelles machines de stationnement aujourd'hui permettent de quand même enregistrer son véhicule même si on a une carte de stationnement handicapé pour que en fait les agents municipaux qui contrôlent les stationnements voient depuis quel moment vous occupez cette place. Ça, c'est pour éviter l'occupation des espaces personnes handicapées par des voitures qu'on pourrait appeler des voitures ventouses. Alors là aussi, je m'explique. Par exemple, vous pouvez, à côté de votre domicile, si vous n'avez pas de parking, garer habituellement votre voiture sur une place handicapée. C'est mon cas d'ailleurs. En face de ma rue, j'ai une place handicapée, mais j'ai la chance d'avoir un parking. Si vous n'avez pas de parking, vous pouvez tout à fait garer votre voiture là, à condition qu'elle ne reste pas là, en fonction des mairies, ça dépend là aussi, pendant 7 jours, 8 jours, 10 jours. Le but, c'est de ne pas, en fait,
monopoliser cette place uniquement par votre véhicule, mais pour la laisser à disposition d'autres usagers. Donc, aujourd'hui, quand il y a des stationnements payants, je répète, vous ne payez pas, mais parfois, on peut vous demander d'apposer quand même un ticket qui marque juste la date, enfin la date et l'heure à laquelle vous êtes arrivé, tout simplement. Les machines permettent de délivrer des tickets sans paiement. Voilà. Donc, je rentre un peu dans les détails, hein, mais voilà. Et donc, à Paris notamment, ça peut arriver, ou à Lille, Marseille, Lyon, dans des grandes agglomérations, eh bien, voilà, de devoir faire cette démarche, hein. Alors, à Paris, vous pouvez vous faire référencer sur un site qui s'appelle Handistat à Paris ou viaparis.fr. Voilà, il suffit de suivre, on va dire, ce qu'on va vous demander sur le site internet et notamment, je suppose, l'immatriculation du véhicule en question. Alors, certaines villes indiquent sur leur site, donc par exemple, moi à Metz, la ville de Metz, la localisation des places handicapées. Parce que quand vous voulez aller à un endroit, vous vous dites, bah, je vais y aller, mais est-ce que je vais pouvoir être à proximité du supermarché, du médecin, etc., parce que je ne suis pas mobile. Donc là, moi, j'utilise un site, je ne fais pas du tout de publicité, ce n'est pas un site payant. J'utilise par exemple une application. Donc, il y a des mairies qui ont des sites, hein, sur leur site. Je crois que Metz, j'ai regardé la ville de Metz, je ne suis pas sûre. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais regarder si la ville de Metz propose une localisation de place. Je crois que oui. Bon, voilà. Sinon, il faut aller sur le site parking.handicap.fr et on vous dira peut-être quelle ville propose ce service. Sinon, il y a des applications que vous pouvez télécharger facilement sur votre téléphone portable. Donc, l'application Blue Parking, forcément Blue puisque les places pour handicapés sont bleues, et on la trouve sur le site endirect.fr. Voilà. Et personnellement, j'ai téléchargé l'application VIP, donc c'est Very Important Person, puisque nous sommes des personnes très importantes. Et donc ce site signale non seulement les places de stationnement, donc il y a une actualisation qui est assez bien faite, parce que des fois les places apparaissent et disparaissent, mais assez bien fait. Donc vous pouvez anticiper, vous dire, voilà, là je vais au restaurant à vous rentrez l'adresse de la rue, telle rue, et vous regardez autour s'il y a des places disponibles pour pouvoir vous garer. Il y a aussi une mention de toilettes à proximité. Voilà, parce que personnellement, bon voilà, on ne rentre pas dans mon intimité, mais on a souvent besoin d'aller aux toilettes, voir des toilettes publiques. Et ce site indique également les toilettes, les restaurants, les magasins, ces choses-là qui peuvent vous être utiles et utiles à tout à chacun. Voilà, sur l'utilisation. Marie, pour ces précisions. Maintenant, comment on dépose cette demande à la MDPH pour rentrer un petit peu dans le concret du sujet, tout en sachant qu'il est 11h20. D'accord. Alors, je vais pas effectivement, je vais essayer d'être synthétique. Déposer sa demande à la MDPH, on peut penser effectivement que c'est encore une démarche administrative supplémentaire, difficile à faire. Or, si vous êtes bien préparé à l'avance, cette démarche est assez simple à faire. Et tout d'abord, il existe deux formulaires en fait. Il y a un formulaire de base qui est disponible sur le site internet de la MDPH de votre département. Je pense que tout le monde peut avoir accès chez soi ou voilà. Un formulaire de base de demande dans laquelle vous allez cocher je fais une demande par exemple de carte mobilité stationnement. Donc on va vous demander beaucoup de renseignements, notamment sur votre situation médicale et votre situation fonctionnelle de mobilité. Donc, je vous conseille, avant de remplir ce formulaire, de vous munir de votre dossier médical le plus complet possible, et pas seulement le dossier médical Parkinson, mais vous avez peut-être d'autres pathologies, ce qui est mon cas également, donc votre dossier médical complet. Donc, vraiment, regardez bien, classez vos pièces, vos documents, et ayez votre dossier médical. Si vous pouvez vous faire assister d'une personne de votre entourage, c'est bien parce que personnellement, moi qui ai l'habitude des papiers, ça m'a quand même pris un petit
temps à remplir, hein. 1 heure à 2 heures pour être sûr de tout bien remplir. Mais c'est très important. C'est important parce que si vous ratez une case ou si vous ratez un détail, la maison départementale bon, va accuser réception de votre dossier, mais va vous demander ensuite des documents complémentaires et ça va rallonger en fait l'examen de votre demande, hein. Voilà. Alors, vous trouvez ce premier formulaire d'une vingtaine de pages sur le site de l'MDPH et un deuxième formulaire obligatoire, le fameux certificat médical, qui est un formulaire, hein, qui n'est pas le certificat médical que le médecin écrit sur son papier en tête, qui est un certificat médical de 8 pages à faire remplir par votre médecin traitant et par aucun autre médecin. Donc pas par votre neurologue, hein, pour parler de Parkinson, mais par votre médecin traitant. Mhm. Donc, ce certificat médical, je pense aussi, et ça c'est une information importante, qu'il est important je l'ai fait personnellement, je l'ai personnellement pré-rempli. Voilà, pour aider le médecin, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les médecins sont dans certaines Alors, communes je crois qu'on submergés. va Voilà, revenir après sur après, le voilà, médecin, comment bien remplir avec tout le à médecin. fait. Donc, Donc, 2 formulaires, le formulaire de base, le certificat médical, ça vous fait 28 pages en tout. mhm. Voilà. Et pourquoi faire cette démarche alors finalement, quel est l'intérêt pour les Alors, personnes atteintes de la maladie Parkinson? l'intérêt de la démarche, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est bien évidemment vos droits, votre liberté de circuler et d'avoir une vie la plus normale possible. C'est aussi anticiper vos besoins, Mhm. c'est-à-dire que vous pouvez estimer que au jour d'aujourd'hui, vous êtes assez mobile, vous n'avez pas forcément besoin d'une place handicapée proche d'un restaurant ou proche d'un supermarché. Mais compte tenu de l'état évolutif de la maladie, de l'imprévisibilité aussi de l'évolution de cet état, vous pouvez vous rendre compte que vous en avez besoin et que vous auriez peut-être dû la demander avant. Or, les délais, comme je vous les ai dit, d'instruction par la MDPH peuvent être longs. Donc, personnellement, je sais que je suis encore aujourd'hui très mobile, mais j'ai anticipé en me disant, je ne sais pas comment ma maladie va évoluer. Et dès que j'ai reçu ma notification d'affection longue durée, en fait, j'ai fait cette demande auprès de la MDPH en anticipant. Voilà. Et ça, c'est important pour ne pas vous trouver prise au dépourvu, bloqué chez vous parce que vous ne pouvez plus circuler et que vous êtes peut-être une personne aussi isolée et que vous n'avez personne pour faire vos courses, pour vous emmener à des rendez-vous médicaux et tout simplement pour sortir. Voilà. Alors, une chose importante, c'est à vous de le décider, c'est-à-dire que aucun professionnel de santé ne peut vous dire, écoutez, madame, c'est trop tôt pour le faire, ou monsieur, c'est trop tôt pour le faire, attendez l'évolution de la maladie, hein. Mhm. C'est vous qui êtes titulaire de vos droits et vous n'avez pas à attendre l'avis d'un neurologue ou de votre médecin traitant pour faire cette demande. Et n'hésitez pas à le faire de votre propre chef. Mhm. Merci pour ces conseils. Quelles sont les grandes étapes de l'instruction de la demande? Alors, l'inscription de la demande, c'est-à-dire le travail que va faire la MDPH, il y a un petit calendrier en fait, hein. Donc, ce petit calendrier, c'est premièrement, je remplis ma demande. Donc, on verra un petit peu dans le détail comment les informations, comment bien la remplir, entre guillemets. Je remplis ma demande, je prends du temps pour le faire, j'anticipe. Ensuite, je dépose ma demande avec tous les justificatifs médicaux à la MDPH, hein. Alors, soit par l'Internet, soit par courrier postal, auquel cas je conseille quand même un courrier recommandé, même si ce n'est pas du tout obligatoire, hein. Gardez toujours une copie de tout ce que vous envoyez. Moi, c'est un réflexe chez moi, de par ma formation de juriste, gardez une copie de tout ce que vous envoyez, parce que la MDPH peut perdre des documents et ça va vous faire perdre du temps. Ensuite, une fois que la MDPH reçoit votre dossier, elle accuse réception. Donc, vous allez recevoir un courrier, moi je l'ai reçu, qui dit tout simplement, bonjour madame, nous avons bien reçu votre demande. Sachez qu'elle va être soumise à évaluation, hein. Donc là, vous voyez, c'est la deuxième étape
sur le petit formulaire qui apparaît à l'écran. Nous allons examiner votre situation et nous ne manquerons pas de vous faire un retour dans un délai raisonnable. Voilà. Alors, délai raisonnable, il peut évoluer en fonction des départements. Et la MDPH donc, examine votre situation et tous les documents, notamment médicaux que vous avez transmis. Je précise une chose importante, les documents médicaux sont confidentiels, c'est-à-dire que la MDPH n'a aucun pouvoir, et ça serait même une grave erreur et entrave, que de transmettre ces documents à n'importe qui, par exemple la préfecture, pour un Mm. réexamen de votre permis de conduire, par exemple. C'est interdit. Ces documents sont confidentiels. Donc, ils restent dans le dossier de la MDPH et ne peuvent être communiqués à personne d'autre. Ça, c'est important. La MDPH peut faire ensuite, après l'examen total de votre dossier, une demande complémentaire en disant, voilà, on a pris en compte votre demande, mais exemple, transmettez-nous un certificat médical plus récent de votre neurologue décrivant les troubles évolutifs ou vos nouveaux traitements. Voilà. Ça prend un petit peu de temps et la NDPH va vous donner un délai pour répondre. Et il faut absolument respecter ce délai. Par exemple, 3 semaines, un mois. Donc, il faut insister auprès de votre praticien pour dire, attendez, moi j'ai un délai, sinon mon dossier va être rejeté. Il va falloir recommencer tout depuis le départ. Donc, respectez ce délai. Une fois que la MDPH reçoit tous les documents, qu'elle estime que votre demande est acceptable, que vous rentrez dans les cases, en fait, elle rend une décision. Alors évidemment, acceptation ou refus. Mm. D'où l'intérêt de bien remplir le dossier, et ça, on expliquera par la suite. En cas d'acceptation, ça va très vite. Dans les 15 jours, vous êtes mis en relation avec l'imprimerie nationale, qui est la seule habilitée par le gouvernement à délivrer ces fameuses cartes. J'en ai une là, voilà. Ces fameuses cartes, comme les cartes d'identité, hein, format carte d'identité, qui vous arriveront donc sous pli chez vous à peu près dans les 15 jours dès que vous avez fourni des photos d'identité conformes. Donc là, c'est très court. Et en cas de refus de la délivrance de cette fameuse carte de stationnement, vous pouvez faire des recours. Bon, on pourra en discuter après éventuellement. Alors, une fois que la maladie, enfin une fois que la NDPH a délivré la carte de stationnement, a priori, hein, elle doit vous être délivrée de façon illimitée, hein. Mm. Pourquoi? Parce que la maladie de Parkinson aujourd'hui, et c'est médicalement documenté à 100%, est une maladie qui reste incurable. Donc à Mm. partir du moment où c'est une maladie qui reste incurable, vous aurez besoin à vie ou jusqu'à ce qu'on trouve un traitement curable de cette carte. Voilà. Mm. Merci. Et quels sont les documents à déposer pour cette demande? Parce qu'il y a effectivement les deux formulaires. Est-ce qu'il y a d'autres pièces à fournir? Alors, ça, c'est très, très important et je dirais que c'est finalement le côté le plus important, je trouve, de mon intervention, c'est ces fameux documents. Alors, la MDPH va vous fournir une liste de documents hein, avec les formulaires que vous avez téléchargés de documents obligatoires. Ces documents sont évidemment votre pièce d'identité, un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, ça peut être une facture d'énergie, une facture de, enfin, peu importe, ce qui prouve que vous êtes bien domicilié dans le département dans lequel vous faites votre demande, en fait. Ce fameux formulaire de demande qu'il va falloir remplir hein, tranquillement et obligatoirement ce fameux certificat médical que vous avez légalement téléchargé et qui devra être rempli par votre médecin traitant. Ça, ce sont les pièces obligatoires. Vous allez donc remarquer qu'on ne vous demande pas de copie de votre permis de conduire. Mm. Et il n'y a pas lieu d'en demander, puisque, encore une fois, la MDPH ne statue pas sur la validité ou pas de votre permis de conduire et ne transmet aucune information à la préfecture. Voilà, c'est deux choses différentes. Les pièces complémentaires, très important, elles sont facultatives. La MDPH mentionne que ça n'est pas obligatoire pour que votre demande soit recevable, ça n'est pas obligatoire. Mais très franchement, pour moi, elles sont quasiment obligatoires pour que votre dossier ait des chances d'aboutir. C'est quoi? C'est tous les certificats médicaux que vous pourrez faire réaliser par tous les professionnels de santé qui vous suivent, que ce soit
pour votre maladie de Parkinson, forcément neurologue, kinésithérapeute, orthophoniste, voilà, tous les intervenants peuvent établir un certificat médical qui précise depuis quand vous les consultez, la fréquence des consultations, les traitements suivis, notamment chez le neurologue, la fréquence des traitements suivis, et, chose importante pour le neurologue, le caractère évolutif. Rappelez que la maladie de Parkinson est une maladie incurable avec un caractère évolutif et effectivement, encore aujourd'hui, dégénératif et qui va s'aggraver avec le temps. Hein, voilà. Donc ça, c'est très, très important comme document. Pour moi, ça devrait, c'est pas obligatoire, mais si vous ne les mettez pas dans votre dossier, euh, la MDPH vous les demandera peut-être par la suite et vous perdrez du temps, en fait. Voilà. Mhm. Ok. Et alors, tu en as déjà un petit peu parlé, il y a deux modalités de dépôt de la demande, soit en ligne, soit par courrier. Tu avais conseillé la lettre recommandée Oui. aussi. Peut-être du coup, là pour préciser, tu avais dit, ce que tu n'as pas dit, c'est de cette idée de bordereau et de cocher les Oui, bonnes tout à cases. fait, tout à fait. Alors ça, encore une fois, c'est une information que je donne à titre personnel parce que c'est indiqué nulle part. Mais si vous avez comme pathologie déjà la maladie de Parkinson, puisqu'on est là pour en parler, et d'autres pathologies qu'il faudra également mentionner dans votre dossier qui peuvent être invalidantes et handicapantes, ça peut constituer un dossier assez épais. Et pour faciliter encore une fois l'examen de votre demande, moi je conseille, mais ce n'est pas du tout obligatoire, par exemple, de numéroter, de faire un bordereau, c'est-à-dire de dire, voilà, tout ce qui concerne le neurologue, je vais mettre, par exemple, une page blanche avec petit 1, et puis je vais mettre tous les dossiers du neurologue dedans. Si je vais voir le kiné, je vais mettre petit 2, et je mettrai le certificat médical du kiné derrière. Orthophoniste, petit 3. Et ensuite, vous pouvez sur votre ordinateur ou à la main, si vous pouvez encore écrire, parce que moi je sais que j'ai des problèmes d'écriture, donc j'utilise l'ordinateur, eh bien vous listez, vous dites voilà, pour la MDPH, en petit 1, vous trouverez compte rendu certificat médicaux du neurologue, en petit 3, kinésithérapeute, en petit 4, cardiologue, voilà, voilà. Et eux, ça leur permettra une plus grande lisibilité parce qu'ils ont, vous pensez bien, énormément de dossiers à traiter et ils vont se dire, ah tiens, le dossier là, il est bien rangé, donc hop, je vais peut-être le mettre au-dessus de ma pile. J'en sais rien, hein, j'invente. Mais je veux dire, plus le dossier leur apparaîtra bien organisé, plus vite votre demande, je pense, sera instruite et plus vite vous aurez des chances d'avoir la délivrance de ce fameux sésame. Voilà. Après, encore une fois, hein, la lettre recommandée, c'est pas obligatoire, surtout que si vous avez un dossier assez épais, quand on connaît le coût des envois postaux aujourd'hui, ça peut être cher pour certaines personnes. Hein. Mais en tout cas, gardez une copie de vos documents, ça c'est le minimum. Hein, voilà. Quoi dire d'autre? Ben, je Les crois que bonnes cases, alors, sur les cases, en c'est fait, évoqué. très franchement, j'ai plus le formulaire sous les yeux des 20 pages. Mais il faut savoir, en fait, que même si vous cochez, par exemple, vous oubliez de cocher, vous avez deux cases. Je demande, parce qu'en fait, la carte de stationnement est différente de la carte mobilité inclusion. La carte mobilité inclusion, c'est une carte qu'on va vous délivrer pour pouvoir, on vous reconnaît un handicap. Donc, en fait, c'est les mêmes documents qu'on va vous demander que pour ceux dont je viens de parler. Et c'est une carte que vous pourrez utiliser notamment dans les files d'attente des endroits publics, des théâtres, des musées, pour vous éviter effectivement la station debout trop longtemps. Donc ça, c'est une carte qui est différente de la carte de stationnement. Mais si on vous délivre une carte de stationnement, automatiquement, la carte de la MDPH va vous délivrer une carte de mobilité inclusion. Parce que, en fait, elle va reconnaître incidemment que si on a une carte de stationnement, bah, à minima, on doit pouvoir bénéficier d'une carte qui permet le coupe-fil, en fait, hein, dans les endroits publics et ouverts au public. Donc voilà, en fait, je veux dire, c'est deux cartes différentes,
Mais dans la date de... Voilà, mais quand vous faites une demande de stationnement, parce qu'on est vraiment focus là-dessus aujourd'hui, de toute façon, ça va de soi que la MDPH, même si vous oubliez de demander l'autre carte, en fait la carte coup de fil quelque part, ils vont vous la délivrer également. Hmm. Voilà. Donc en fait, faut pas oublier de cocher, je veux les deux cartes en fait, hein. La carte Hmm. priorité et la carte stationnement. Mais c'est vrai que si vous oubliez, la MDPH souvent pallie à cet oubli et vous délivre les deux cartes. Voilà. Hmm. Hein. Par contre, si on vous délivre une carte de mobilité inclusion, il n'est pas automatique qu'on vous délivre une carte de stationnement. Hmm. Voilà, c'est deux choses différentes. Parce que la carte de stationnement, les conditions pour l'obtenir médicalement sont beaucoup plus restrictives que la carte mobilité inclusion. Donc on peut tout à fait avoir une carte de mobilité inclusion en reconnaissant, la NDPH va reconnaître que vous avez un certain handicap et que la station debout est difficile, etc., etc. Mais par contre, elle peut vous refuser la carte de stationnement, hein, Hmm. parce que les conditions à remplir sont plus restrictives pour la carte de stationnement. Voilà. Hmm. Eh ben, merci pour toutes ces Voilà. précisions. Donc, on a vu que le dossier était assez complexe à faire. Et le deuxième volet de cette demande qui a des enjeux, c'est le certificat médical. Mhm, tout Alors, à fait. qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là? Alors, le certificat médical, c'est le deuxième formulaire que vous allez télécharger. C'est un certificat médical en format ce qu'on appelle CERFA, hein, donc c'est un format administratif. C'est d'ailleurs bon, il porte un numéro, hein, mais peu importe, vous le trouverez facilement sur le site de la MDPH. Et c'est votre médecin traitant uniquement, hein, je précise pas le spécialiste neurologue, le traitant qui va le remplir avec vous. Alors, ça va prendre du temps. Aujourd'hui, moi, je sais que mon médecin traitant n'a pas beaucoup de temps. C'est souvent le cas de nombreux patients et je pense de personnes qui nous écoutent ou vont nous écouter. Donc, je pense premièrement que avant votre visite chez le médecin traitant et avant de l'appeler, vérifiez que votre dossier médical soit bien complet, et que votre formulaire de demande de 20 pages dont on a parlé tout à l'heure est bien rempli. Parce que là, le 20 pages, c'est pas à lui de le remplir, c'est à vous de Hmm. le remplir, d'accord? Ensuite, prenez rendez-vous avec le médecin traitant, avec la secrétaire, ou sur Doctolib, ou même faites un courrier au médecin traitant, parce que sur Doctolib, on ne peut pas des fois écrire certaines précisions, en disant que le but de votre rendez-vous, c'est de remplir ce fameux certificat médical. Alors, soit vous profitez d'un rendez-vous pour renouveler vos médicaments et vous lui précisez qu'en plus, il faudra prendre du temps pour remplir le certif, soit vous prenez uniquement un rendez-vous pour le certificat médical, hein. Euh, L'idée, c'est que vous pré-remplissez ou vous faites un brouillon. Encore une fois, c'est des suggestions, c'est pas une obligation. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un brouillon. Voilà, j'ai imprimé un formulaire, j'ai fait un brouillon, et j'ai dit, voilà, quels sont mes traitements. Parce que dans ce certificat médical, on va demander à votre médecin de préciser plusieurs choses, les traitements, vos symptômes, en sachant que bah, pour Parkinson, je crois qu'on a recensé 60 symptômes à peu près. Hmm. Heureusement, on les a pas tous, hein, en même Oui. temps. Voilà. Les traitements et prises en charge thérapeutique, vos déficiences en matière de mobilité, vos déficiences sensorielles, l'état évolutif de votre situation. J'ai le certificat sous les yeux, donc je regarde un petit peu. Est-ce que vous voyez d'autres spécialistes? Quels sont vos types d'appareillage? Comment vous vous déplacez à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce que votre périmètre de marche est limité ou pas limité? Ensuite, alors attendez, par rapport à Parkinson, est-ce que vous arrivez à faire votre toilette? Est-ce que vous arrivez euh, à vous repérer dans l'espace? Est-ce que vous avez des troubles cognitifs? Comment est votre vie quotidienne? Pouvez-vous faire vos courses, un repas, assurer des tâches ménagères? Quel est le retentissement de la maladie sur votre vie sociale? Est-ce que vous êtes en isolement, en rupture? Votre vie familiale? Retentissement sur votre emploi? Il y a tout ça dedans. Voilà. Donc, je pense que vous connaissez bien. Donc, vous pouvez déjà pré-remplir et apporter au médecin un document vierge
ou alors lui le télécharge sur son ordinateur. Et vous lui dites, bah voilà, je vous propose, j'ai déjà marqué pas mal de choses, est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous souhaitez le reproduire sur votre certif? Et vous donnez vos précisions complémentaires. Voilà. Donc ça, je pense, très important. Autre chose importante, normalement, vous êtes en ALD, en affection longue durée. Donc, normalement, vous n'avez pas à régler ce certificat médical à votre médecin. Cette consultation Cette dédiée. consultation, ah bah, vous n'avez pas à la régler. Or, il y a certains médecins, j'ai entendu dire, qui font régler cette consultation en disant, bah oui, c'est un certificat médical. Oui, mais c'est un certificat dans le cadre de l'ALD. Ouais, dans le cadre pour Voilà, la important. pathologie qui est en ALD. Et vraiment insister, si le médecin dit, voilà, je n'ai pas le temps, etc., docteur, il n'y a pas de souci, je pré-remplis le formulaire, mais j'ai besoin de vous voir un peu plus longtemps que d'habitude. Ouais. Oui, peut-être que non, eux, en général, les médecins traitants, ils préfèrent un motif, une consultation, même si c'est pas toujours aussi facile et aussi simple. Voilà. Même une consultation de renouvellement des heures des traitements, c'est pas juste s'ils refont le certificat, enfin l'ordonnance. Donc vraiment peut-être de Oui, prévoir une consultation c'est dédiée ça, tout à euh, fait. pour ça. Et en prévenant, je pense que c'est intéressant ce que tu as dit. Est-ce que tu as fait le tour des messages clés que tu voulais passer sur les différentes choses, sur bah, les démarches pour Mm. espérer obtenir la carte Mhm. mobilité, inclusion, stationnement? Ou est-ce qu'il y a autre Alors, chose que tu veux rajouter? ben, peut-être qu'on n'est pas là pour dicter ce que le médecin va marquer, mais les mots ont vraiment un sens et ont vraiment une importance et on ne sait pas quelle est la personne qui va examiner votre dossier à la MDPH et si elle a une connaissance de la maladie de Parkinson. Puisqu'on est bien là pour se rendre compte que le public souvent ignore quels sont les symptômes moteurs et non moteurs. Et moi, je dirais que qui peut le plus peut le moins et qu'il y a des mots-clés quand même, je pense, qu'on peut suggérer aux médecins de faire apparaître sur le certificat médical et pas simplement maladie de Parkinson, mais Hmm. repréciser que c'est une maladie non curable, évolutive et qui est dégénérative, c'est-à-dire qui est vouée à s'aggraver dans un avenir, alors prévisible ou imprévisible, mais qui est vouée à s'aggraver. C'est malheureusement la réalité, mais c'est la réalité. Voilà. Donc, moi, je sais que mon médecin, je vous donne un exemple, avait marqué, en l'absence de traitement curatif disponible à ce jour, la pathologie de madame est vouée à s'aggraver de façon progressive et Hmm. la particularité de la maladie fait que madame vit des fluctuations dans la journée, imprévisibles. C'est-à-dire que c'est pas simplement je peux être très bien là ce matin et Hmm. être complètement fatiguée et risquer de m'endormir au volant tout à l'heure. Hmm. Donc l'imprévisibilité, la fluctuation, le caractère non curatif et l'évolution malheureusement dégénérative, ça, pour moi, c'est des mots-clés qui vont tout de suite, je pense, permettre de faire un déclic dans l'examen de la demande et avoir toutes les chances de l'obtenir. Voilà, même Hmm. quand aujourd'hui on est, comme moi, quand même bien mobile, mais quand même fluctuante. Voilà. Ben, merci Marilyn pour ce mot de la fin sur le sujet. On vous remercie pour votre attention et on espère que ça vous a donné quelques éléments de compréhension. Là, l'idée, c'est de prendre voilà, un quart d'heure, 20 minutes avant de terminer pour répondre à vos éventuelles questions que moi aussi, je vais pouvoir noter et faire l'objet d'une FAQ, sachant encore une fois que nous, on est là pour vous donner des grandes orientations, des pistes, et que notre rôle, c'est pas de faire du conseil personnalisé. Alors, du coup, là, il y a une question que je vais te partager, mais qui, je pense, vraiment rentre dans ce cadre de conseils personnalisés. Donc, je vais la partager, mais peut-être du coup pour partager deux autres ressources qui pourraient permettre à cette personne de trouver ses réponses, ses conseils personnalisés. Donc, sa situation, c'est qu'elle a été diagnostiquée en 2019. On lui a refusé la carte sur une première demande en 2020. Deuxième demande fin 2024, toujours refusée. Un recours administratif a été fait fin
juin 2026, donc 25, pardon, donc c'est quand même assez récent. Toujours, a priori, pas de retour sur l'examen de son recours. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on conseille? Attendre, faire un retour contentieux, vous faire une demande pour la blinder. Donc je pense que sur qu'est-ce qu'elle peut faire, je pense pas qu'on puisse répondre, Mm, mm, si ce n'est, moi je vais partager dans le chat le lien vers un PDF qui explique comment faire un recours auprès de la mm, MDPH. mm, Et je pense que ça, c'est une question qu'on peut poser auprès de France Asso Santé, qui est une association agréée pour la représentation des usagers de systèmes de santé. Et ils ont une ligne téléphonique pour des juristes, c'est aussi joignable par mail. mm, Et donc, eux peuvent vous faire des conseils plus personnalisés. Mais peut-être, est-ce que toi, tu peux mhm. répondre, est-ce que un recours qui a été déposé en juin 2026, est-ce que c'est 25. normal de Mm. ne pas encore avoir de retour? Alors, les voies de recours, en fait, et là je parle d'une façon générale, hein, les voies de recours, elles vont apparaître sur la notification qu'on va vous faire de refus ou d'acceptation d'ailleurs. Donc, c'est une mention obligatoire. Donc, vous devez normalement avoir les modalités de ces voies de recours sur le formulaire qu'on vous a délivré. Il faut savoir que ça, c'est inscrit dans la loi. Si on vous refuse une carte de stationnement, il y a deux recours à faire, en fait. Vous avez un recours qui s'appelle un recours administratif, c'est-à-dire que vous demandez au président de la MDPH un réexamen de votre demande et vous devez le faire dans les 2 mois, donc ce qu'apparemment la personne qui a posé la question a fait. Dans les 2 mois de la notification de votre refus, vous faites ce recours en Oui, non. demandant un réexamen de la demande. Je crois pas que... Enfin oui, sur le deuxième demande, Juin, oui. voilà, Ouais. juin. En l'absence de réponse 2 mois après votre recours, c'est considéré comme un rejet de votre recours. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez déposé votre recours auprès du président du département de la Moselle en disant je veux un réexamen de la décision de la MDPH de refus, euh, vous attendez 2 mois, donc ça par exemple septembre, octobre. Si vous avez déposé le 30 juin, Oui, vous dans attendez les le 30 délais. octobre. Voilà. Si vous n'avez pas de réponse avant le 30 octobre ou au plus tard le 30, la loi dit c'est considéré comme un refus. Auquel cas, vous pouvez à ce moment-là saisir le tribunal. C'est-à-dire, c'est le deuxième recours, ça s'appelle un recours contentieux. Voilà. Recours administratif obligatoire. Vous demandez un examen de votre demande, vous attendez 2 mois. Si dans les 2 mois, vous avez une réponse positive, tant mieux. Si vous avez une réponse négative, vous saurez à quoi vous en tenir. Et dans ce cas-là, vous pouvez encore contester devant le tribunal. Et si vous n'avez pas de réponse, la non-réponse est considérée comme un refus. Alors qu'aujourd'hui, dans l'administration, il y a une loi qui est passée, on considère que c'est considéré comme une acceptation. Bah là, c'est une exception. Si vous n'avez pas de réponse, c'est un refus. Donc, vous avez le droit ensuite, vous avez 2 mois pour faire un recours devant le tribunal. Et là, c'est indiqué dans votre formulaire, soit le tribunal administratif, soit le tribunal judiciaire dont vous dépendez. Et là, vous avez le droit de faire une demande d'assistance, par exemple par un avocat. Si vous bénéficiez, par exemple, de l'aide juridictionnelle, vous remplissez un dossier et vous pouvez bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat. Parce qu'après, on rentre dans des détails qui sont un petit peu compliqués, hein. Mais en tout cas, retenez bien cette histoire de 2 mois. Voilà. Donc là, effectivement, la personne qui a posé la question, il faut savoir à quelle date elle a exactement déposé la demande et Ouais. voilà, savoir s'il y a une réponse ou pas. Et s'il n'y en a pas, j'ai expliqué ce qui... Voilà. Bah, il nous disait fin 06-25, donc ça fait Voilà. c'est pas encore les deux mois. Pardon, fin 06, ça fait juillet-août. Donc on est en... Excusez-moi, je suis un On a peu passé décalée. deux. Donc Oui, si elle n'a pas eu de réponse, on considère que c'est un refus. ouais. Et donc, soit elle attend des éléments nouveaux ou de refaire un dossier, un nouveau dossier, mais je peux comprendre que ça, voilà, Hmm. ça fatigue. Soit elle fait un recours, mais elle a 2 mois pour faire ce recours. Hmm. Alors, est-ce qu'elle est encore dans les délais?
Après, il Voilà. disait, la personne disait, la MDPH n'a pas examiné mon recours. Donc, est-ce que ça c'est possible que la MDPH n'ait pas le temps, dans les 2 mois qui lui sont impartis, de ne pas. Non. Donc, En ça veut fait, dire, euh, en fait, ça veut dire que son recours a été refusé. refusé. Mm, Donc, mm. le S'il n'y recours a pas de réponse, administratif, refusé. Mm. ouais, le Recours recours administratif administratif, a été refusé. refusé, Mm, donc mm. passer au recours contentieux Tout à fait. euh, ou refaire une demande. Ou refaire une demande, hein, C'est les deux options. avec peut-être des éléments à apporter, en espérant qu'on ait pu donner à cette personne des éléments qui vont lui permettre de Mm, débloquer son dossier, quoi. Voilà. mm, mm. Super. Bah, merci pour ces précisions et surtout, hein, vraiment, moi, je vous invite à contacter France Asso Santé qui est spécialiste sur ces sujets et ils ont des juristes qui sont joignables par téléphone, par mail. On a aussi à l'association une permanence juridique qui est joignable par mail avec une bénévole juriste. En tout cas, c'est important de ne pas rester seul avec ces questions, de pouvoir les partager pour avoir des clarifications et savoir quelles sont les prochaines étapes qu'ils peuvent mener pour obtenir effectivement le respect de leurs droits. Alors, est-ce que, ben là, je me retourne vers les spectateurs. On n'a pas de questions en suspens, donc je vous laisse peut-être quelques instants si vous avez des questions, des choses qui auraient ou des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne pour clarifier certains points. En tout cas, j'espère déjà ça a apporté des éléments de réponse. Donc, je vous laisse, hein, pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans l'espace Q et R. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'espace discussion. Mais peut-être que s'il n'y a pas de questions, c'est que tout était très clair. Non, mais il se peut qu'il y ait des questions, Alix, si tu me permets. Alors, encore une fois, j'ai évoqué la question du permis de conduire. Ça n'a rien à voir, hein. On Hum, est bien d'accord, hein. Voilà. Donc, souvent, des gens, par crainte, ne hum, déposent pas la demande, c'est arrivé, hein, de carte de stationnement parce qu'ils se disent, mais la préfecture va me retirer mon permis. hum. Voilà, voilà, je reprécise bien, hein, que la préfecture n'a aucune information médicale vous Oui. concernant. Ça, c'est très important. Et je pense que des associations aussi comme France Parkinson travaillent beaucoup là-dessus pour faire circuler l'information le plus largement possible. Parce qu'à la MDPH, il faut aussi que les personnes soient formées aux maladies neurodégénératives et sachent que, enfin, quand on a une maladie de Parkinson, quel que soit son stade d'évolution, même précoce, c'est un avis personnel que je donne, mais on devrait automatiquement avoir la carte de stationnement. Voilà. Hum, Voilà. Pour toute maladie neurodégénérative, on devrait l'avoir. Et la question ne devrait même plus se poser. Mais malheureusement, on est obligé de faire toutes ces formalités. Et il y a encore aujourd'hui, comme on le voit, des dossiers qui sont hum. rejetés. Donc ça, après, c'est un autre problème. C'est un problème de, effectivement, le travail des associations, le travail de nous, bénévoles, pour faire connaître au public le plus possible, et y compris aux gens qui vont examiner nos demandes, qui ne sont pas forcément tous des médecins, formés même à la maladie. Il y a même, je sais, dans le corps médical, des personnes qui ignorent et qui ont encore une méconnaissance voilà, de la maladie, parce que effectivement, c'est quelque chose aujourd'hui qui devrait être quasiment automatique. Mais ça n'est pas le cas, et c'est pour ça qu'on a ce webinaire aujourd'hui. Oui. Le premier d'une série d'autres webinaires sur d'autres sujets. Justement, l'objectif, c'est de permettre à chacun d'exercer ses droits s'il le souhaite, mais qu'on ne peut pas exercer ses droits si on n'en a pas été informé. Donc ça, c'est Connaissance, vraiment voilà. important dans cette Mm, démarche de ce mhm, programme national, qui est le programme Pas à pas avec Parkinson. mm. Euh, Bon, il y avait une question, mais j'ai demandé une précision parce qu'honnêtement, je ne comprenais pas. La personne demandait si elle avait aussi 2 mois pour faire un recours sur son problème d'orthographe. Donc, je vais demander de préciser parce que du coup, le Mhm, recours, il est de 2 mois, quelle que soit la situation mm, des personnes. D'où l'idée, peut-être je reboucle sur ce que tu disais au début, de se faire accompagner. Alors, si on n'a pas de proches qui peuvent nous accompagner, j'imagine que les assistantes sociales de secteur qu'on peut retrouver dans les mhm, mairies ou mhm, parfois à l'hôpital, dans les centres mhm, communaux d'action sociale,
c'est aussi leur rôle d'accompagner sur Oui, les demandes auprès de la MDPH ou alors dans les interlocuteurs. tout à fait, Alix. Alors après, on sait bien, ce sont des personnes qui sont très occupées. Et le problème des délais de recours, c'est que des délais courts. Oui. Là, on voit bien 2 mois. Donc, c'est vrai que parfois, on peut trouver des personnes qui disent, mais moi, j'ai pas pu être assistée parce que, elle n'a pas pu me recevoir avant tel et tel délai. Donc oui, on a des problématiques comme ça, mais on peut s'adresser à l'assistante sociale référente de secteur. Là, il faut aussi savoir, parce que je l'ai lu sur des affichettes dehors, que tous les ans, le Conseil national des barreaux, qui est une organisation représentative Mm, des avocats en France, organise des consultations gratuites par mm, téléphone. Il y a une ligne d'écoute nationale ou dans votre lieu de domicile. C'est gratuit et face à ces problématiques-là justement de recours, n'hésitez pas à mm. appeler. Alors je sais que vous tapez Conseil national des barreaux et là je pense que vous allez tomber sur la ligne d'écoute parce que je sais que le mois de septembre-octobre est dédié à une campagne des D'accord. avocats pour répondre à toute demande, y compris des demandes de ce type-là. Donc voilà, Oui, c'est puis une autre parfois, ressource. il y a les permanences Gratuit, hein? Tout à juridiques fait. aussi au sein Gratuite. des mairies. Tout à fait. Alors oui, du coup, monsieur a précisé, parce qu'en fait, c'est la MDPH qui s'est trompée sur l'orthographe de son nom Ah, dans la carte qu'il a reçue. d'accord, c'est une erreur matérielle. Oui, Alors là, le problème, c'est que c'est l'imprimerie nationale, je suppose, qui a imprimé sa carte, puisqu'il a oui, reçu une c'est eux peut-être carte. d'ailleurs qui ont fait l'erreur. Voilà. Et en fait, l'imprimerie nationale n'a pas, je crois, le pouvoir de modifier cette erreur d'orthographe parce qu'eux n'ont pas de pouvoir de Bah décision. oui. Donc, la question est, est-ce que, bon, en cas de contrôle, c'est sûr que l'officier public ou l'OPJ ou l'agent municipal qui va examiner le dossier va dire, ah mais Mm, monsieur, vous êtes en fraude. Je suppose que la crainte de ce monsieur-là, c'est de dire, mais vous êtes en fraude, c'est la carte de quelqu'un d'autre, quoi. mm. Donc, je pense que la rectification, à mon sens, ne peut être faite que par l'autorité qui a pris la décision, c'est-à-dire la MDPH, quoi. Mais Donc un apparemment, recours. bah, non, enfin, une demande. Non, non, une demande écrite au président, donc, enfin, à la MDPH, en disant de corriger l'erreur matérielle qui a été faite pour pouvoir se servir de cette carte de Mm, façon conforme et ne pas risquer, en fait, ben, une amende en cas de contrôle, quoi, hein. Il faut dire que les nouvelles cartes aujourd'hui sont quasiment infalsifiables et que certaines personnes ont des anciennes cartes qui étaient... Il y a eu beaucoup de fraude hein, sur les anciennes cartes. Je sais à Paris notamment. mm. Voilà. Mais donc je pense que c'est la MDPH parce que c'est dans la notification, c'est elle qui a fait l'erreur d'orthographe en fait. Ok. Ouais. Ben, merci, j'espère que ça répond. On a quelques partages hein, qui disent que les conseils, enfin, en tout cas ta présentation a été très claire et très précise. Et ensuite, oui, donc il y a des questions sur est-ce que tout ça sera disponible en replay? Oui, la réponse est oui. Oui. Euh, on va d'ici quelques semaines surveiller la chaîne YouTube de France Parkinson. Tout sera en replay. Et encore une fois, voilà, ce que tu as pu partager qui te concerne personnellement, c'est propre à ta situation. Et l'idée, voilà, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire ou Hmm. pas, c'est que vous puissiez vous trouver dans ce qui a été dit, ce qui peut vous parler et répondre à vos besoins. Donc voilà, pas de pression par rapport à tout ça. Donc vous retrouverez tout le webinaire en replay d'ici quelques semaines. Donc j'ai répondu effectivement. Après, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que peut-être tu peux répéter la particularité de la maladie fait que Madame Hmm. subit des fluctuations imprévisibles. Je pense que Hmm. ceci Hmm. a bien Oui.
Ok. Alors, bah, c'était très bien formulé par le médecin, donc je me suis dit que c'est vraiment des mots-clés. C'est que, en fait, en l'absence de traitement curatif de la maladie de Parkinson disponible à ce jour, la pathologie de madame ou de monsieur est vouée à s'aggraver de façon progressive. Voilà. Ou de façon inéluctable et progressive en l'état actuel des connaissances médicales. Hein. Et je préciserai également, le médecin doit aussi, parce que je pense que tous les malades de Parkinson subissent, je pense, ces symptômes, c'est les fluctuations. Hmm. Hein, c'est-à-dire qu'on peut, dans une journée, très bien marcher, et puis au bout de... On va faire ses courses, on revient de ses courses, ben, on tombe, alors qu'on était bien... voilà, la journée avait bien commencé. Donc l'imprévisibilité des symptômes et les fluctuations, c'est très important aussi, Hmm. parce que Hmm. ben, on est en dents de scie en permanence. Donc la carte est justifiée parce que ça peut très bien aller, moi dans une heure, je peux avoir des fluctuations qui vont me faire chuter. Et ça, c'est Hmm. vraiment important. Imprévisibilité, absence de traitement curatif, et puis fluctuation des symptômes et maladie non curative. Hmm. Et neurodégénératif, tu Et avais dit. neurodégénérative, donc de nature à évoluer de façon ben, prévisible, enfin, à évoluer dans le temps, en tout cas, Hmm. vers un état dégénératif, malheureusement. Alors, c'est dur à entendre. Hein. Je sais que le médecin, quand il m'a Hmm. écrit ça, il a dit, Madame, je vous l'écris, c'est vraiment pour vous, parce que c'est pour faire comprendre à tout le monde ce que c'est. Je sais que c'est dur. J'ai dit oui, c'est voilà, c'est dur, on le sait, on a un préjudice d'anxiété qui est quasiment quotidien et on vit avec. Voilà. Et on vit des fois pas plus mal que d'autres personnes. Voilà. Mais c'est vrai que il faut le dire, quoi. Voilà. Je pense Hmm. que c'est Oui, c'est important. ce que tu disais aussi, c'est que les personnes qui étudient les dossiers ne connaissent pas la maladie de Parkinson. Comme on le sait, hein, tu l'as dit aussi, il y a plus de 60 symptômes. Dans la population générale, on rapporte souvent la maladie de Parkinson au tremblement, sauf que ben, on voit bien que quand même, il y a 30% des malades qui ne tremblent pas et que c'est une pluralité de symptômes. Donc, c'est on ne peut pas reprocher aux gens aussi de ne pas connaître et s'ils n'ont pas Mhm. tous les éléments, de Tout à fait. refuser le dossier. Donc, c'est de se donner tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, c'est de vous donner un maximum d'outils, de billes pour mettre le maximum de chances de votre côté. Alors, on n'a pas, du coup, on ne vous garantit pas une acceptation, un taux d'acceptation à 100%. Non, on n'a pas d'obligation de résultat, Nous, sachez-le. non. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup, Marine, d'avoir accepté Merci Alix cette et série merci à tout le monde. de webinaires. J'espère vraiment que ça a pu permettre aux personnes qui nous ont suivis pendant tout le webinaire de trouver des éléments de réponse. Évidemment, on sera disponible en replay très prochainement. Je vous repartage très rapidement la slide avec tous les contacts pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin sur la maladie, sur le programme Pas à Pas avec Parkinson. Est-ce que Marine, tu peux me confirmer qu'il y a une slide avec des numéros qui s'affichent? Absolument. Numéro, adresse mail, voilà, tout est bien indiqué. Donc voilà, je vous laisse ça quelques secondes si vous voulez prendre en photo ou en note pour retrouver les accès en fait pour bénéficier des différents dispositifs pour les nouveaux diagnostiqués qu'on propose dans le cadre du programme PAP avec Parkinson. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon appétit, un bon week-end sous le soleil après cette tempête qui a traversé une bonne C'est partie de vrai. la France. Et donc, à très vite sur la chaîne YouTube. Bon À appétit. très bientôt. Bon appétit. Bon Merci week-end à Marie. tout le monde. Au revoir. Au revoir.